Dans une précédente vidéo, je vous disais ça. Le revers de la médaille, c'est qu'il y aura forcément la comparaison avec le premier à tous les niveaux. Au niveau du casting, au niveau d'organisation, au niveau du déroulé sportif, au niveau des audiences, etc. Ce GP2 sera attendu au tournant et peut facilement souffrir de la comparaison avec la première édition au moindre couac. Alors en fait, le principal concurrent du Grand Prix Explorer, c'est Grand Prix Explorer première édition. Il ne faudrait pas que le succès du 1 fasse de l'ombre à cette seconde édition. Ça va être un réel défi de mettre la barre encore plus haut. Vous pouvez m'appeler Nostradamus. Je vous ai posé la question sur mon compte Instagram, savoir ce que vous aviez pensé de ce GP Explorer 2 et vos réactions sont plutôt unanimes. Que vous ayez été sur place ou derrière votre écran, vous avez trouvé l'événement et les animations parfaitement organisées et vous avez été déçus par le déroulé de la course. Dans cette vidéo, on va revenir sur 5 points majeurs qui ont marqué cette nouvelle édition du GP Explorer 2. J'ai beaucoup travaillé pour vous sortir cette vidéo, alors merci à ceux qui prendront le temps de s'abonner. Le GP Explorer 2, c'est 60 000 spectateurs dans les tribunes, plus d'1,3 million de viewers sur Twitch, soit quasiment 300 000 viewers de plus que l'année passée et un record de France à nouveau explosé. Le GP Explorer repassant devant le match de foot d'Amine avec ses 1,16 million de viewers. Reprenons les bases. Le GP Explorer, c'est un casting de 24 créateurs et célébrités, la majorité débutants en sport automobile et certains n'ayant pas le permis avant le début de leur formation. Arriver à organiser un événement sportif crédible en moins d'1 an avec des profils très variés est un véritable tour de force. Mention spéciale pour mon Pierre Santilena qui est mon ancien coéquipier et qui a préparé au mieux les pilotes cette saison. Les raisons de ce nouveau succès médiatique sont multiples. Événement à la notoriété déjà installée après le succès de la première édition, un casting de fou avec de nouvelles têtes d'affiche comme SCH ou Mr V, ou encore une rivalité Despiello-Sylvain réinstallée. Tous les ingrédients sont réunis. Également cette année, l'organisation a frappé un grand coup côté animation, avec les démos de pilotes de F2 et de F1, les baptêmes de Michou Inox par GMK, un nombre infini de VIP que l'on pouvait voir sur les images du live. Plus que jamais, le GP Explorer 2, c'est le grand rassemblement des communautés des créateurs YouTube et également un peu du monde du sport automobile désormais. Côté chiffres, côté visibilité, la réussite est incontestable. Autre fait marquant, la suprématie de Despiello avec son hat-trick pole position avec près d'1 seconde d'avance au second, meilleur tour en course, victoire. Ce match retour entre Despiello et Sylvain était très attendu et il faut dire qu'on a été un peu déçus car on pensait à un revival de la bataille de l'année passée entre les deux. Finalement, l'écart a été conséquent tout au long de la journée, dès les essais libres, venant casser un peu le suspense pour la victoire, même si à un moment, on a pensé qu'Étienne Moustache allait venir mettre son grain de sel en se qualifiant deuxième. La domination de Despiello n'est pas vraiment une surprise si on a bien suivi le déroulé de l'année passée. PO avait déjà fait la pole position et le meilleur tour en course, mais s'était incliné face à Sylvain en course. Ce qui a fait la différence sur le GP1, c'est la hargne de Sylvain face à un PO beaucoup trop gentil. Sylvain étant bien plus opportuniste et offensif, même s'il avait un rythme légèrement inférieur. Sur le GP1, PO voulait surtout se comporter en gentleman driver, connaître une belle bataille, aller au bout de la course et proposer un beau spectacle pour le public. Je me rappelle qu'il avait refusé d'attaquer Sylvain côté gauche car Sylvain avait perdu son rétro. Moi perso, c'est le premier côté sur lequel j'aurais attaqué pour le surprendre. Donc on savait que pour cette nouvelle édition, s'il roulait complètement libéré comme il l'a fait, il pouvait faire la course en tête. Comme il avait déjà son podium de l'année passée, son état d'esprit était complètement différent cette année. Il a été un ton au-dessus de tout le monde toute la journée avec une pole réalisée avec près d'1 seconde d'avance sur son plus proche poursuivant, Étienne. Sa course a été maîtrisée de A à Z, creusant l'écart tour après tour, gérant super bien la relance safety car, en étant même félicité par Esteban Ocon pour cette action. Bref, PO, t'as été impérial, félicitations. Aussi cette année, la toi cherchant à tout prix des polémiques, j'ai pu lire que Despiello ne méritait pas sa victoire car il n'avait pas respecté les drapeaux jaunes et qu'il en avait profité pour creuser l'écart sur Sylvain. Voici quelques faits. La relance de la course suite au drapeau rouge intervient au tour 7. Un premier drapeau jaune intervient au tour 9 après le tête à queue de SCH. L'écart entre Sylvain et Despiello est d'un peu plus d'1 seconde 3. À la fin du drapeau jaune, toujours au tour 9, l'écart est de 1,9 secondes. Despiello a gagné 6 dixièmes sous régime de drapeau jaune par rapport à Sylvain. Sachant que sous drapeau jaune, tu ne dois ralentir que sur le secteur concerné par le drapeau jaune, ailleurs tu peux rouler comme tu veux. Entre le tour 9 et le tour 12, l'écart augmente un peu plus chaque tour jusqu'à ce que PO ait 4 secondes d'avance. À ce moment, le drapeau jaune arrive suite à l'arrêt en piste de Kekra. À la fin du drapeau jaune au tour 13, l'écart est descendu à 2,8 secondes seulement. Sylvain a gagné 1,2 secondes sur Despiello pendant le drapeau jaune. Ensuite, l'écart est remonté progressivement à 4,8 secondes jusqu'au drapeau à damier au 15e tour. Voilà. Comment ne pas parler de la progression des deux meilleurs nouveaux cette année, Anna et Maxime Biaggi. Nous sortant un tir groupé des enfers en qualif avec une P4 et une P5 devant certains anciens qui mettaient du gaz comme Squeezie ou Pierre Chabrier. Imaginez qu'ils sont uniquement à environ 2,5 secondes de la pole position et à seulement
1,5 secondes du P2. Aussi, on fait souvent l'amalgame parce qu'Anna est passionnée de sport auto, c'est normal qu'elle soit bonne en sport auto. Les gars, perso, moi j'aime beaucoup le cliff diving, c'est pas pour autant que j'ai l'ambition ou la technique de me jeter de 30 mètres de haut. Ce qu'elle a fait est remarquable, elle a été assidue, appliquée et surtout, là où je l'attendais au tournant, c'était de savoir comment elle allait réagir sous la pression. On savait qu'Anna roulait bien, comme on avait pu le voir ensemble dans la précédente vidéo, mais on ne savait pas si elle allait savoir gérer la pression de l'événement le jour J. Elle a été impériale, que ce soit en qualif ou en course. Cette 5e place au général, meilleure des nouveaux est amplement méritée, bravo Anna. Maxime, je pense qu'on est tous très frustrés de ne pas avoir vu ce que ça aurait donné en course. Maxime, qui n'avait aucune connaissance ou expérience en sport automobile, a connu une progression de dingue et on aurait tous aimé en voir plus. Alors Maxime, si tu m'écoutes, je t'accueille avec plaisir sur la chaîne pour qu'on se fasse une course ensemble. L'écurie Le Move était clairement l'écurie à suivre parmi les nouvelles écuries. D'ailleurs, elle serait probablement à minima montée sur le podium écurie si Maxime avait pu terminer sa course. Les deux pilotes m'ont particulièrement stupéfait, ils se sont tirés vers l'avant tout au long des épreuves, il y avait une réelle complicité entre les deux. Le safety car a été le vrai problème du GP Explorer cette année. On s'est tous demandé mais pourquoi garder le safety car aussi longtemps, ce qui est venu complètement tronquer la course qui ne comptait que 15 tours. L'accrochage entre Manon et Maxime intervient à la fin du premier tour, ce qui crée un drapeau jaune. La course est ensuite passée sous régime de safety car du tour 2 au tour 6 avant d'être suspendue par le drapeau rouge. C'est drapeau rouge pour la direction de course. On a donc assisté à une course réduite de moitié entre le safety car, le drapeau rouge et les drapeaux jaunes. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps avant de sortir le drapeau rouge? Honnêtement, c'est un peu incompréhensible. Je vais vous donner mon interprétation. Je pense qu'au moment de l'accrochage, ils se disent qu'ils vont mettre le safety car et qu'ils vont évacuer rapidement les deux voitures de Maxime et Manon. C'est d'ailleurs ce qui a été le cas en partie, car la voiture de Maxime a été sortie du bac dès le deuxième tour par les commissaires qui ont été très efficaces. Sauf que pas de bol, il avait une roue crevée, ce qui l'a empêché de repartir. Le vrai souci venant surtout de la monoplace de Manon. Je pense que personne ne se doutait qu'à ce moment-là, Manon était potentiellement blessée et qu'elle ne pouvait pas être facilement évacuée de sa monoplace. Sauf qu'ensuite, dès le tour 3, on a vu du personnel médical débarquer autour de la monoplace. Et à ce moment, il n'y avait plus de questions à se poser. Il fallait interrompre la course car on savait que ça allait prendre du temps. Ce safety car nous a probablement privé de batailles supplémentaires. Et honnêtement, c'est vrai qu'on s'est ennuyé sur cette course, surtout par rapport à l'année passée avec beaucoup de batailles. Cette année, seule la bataille entre Mr V et Gotaga nous a tenu un petit peu en haleine. Bon alors on va forcément parler d'accrochage entre Manon et Maxime qui a été vraiment l'élément marquant de ce Grand Prix. À la fin du premier tour, dans le même virage, Maxime se fait doubler par Amixem pendant que Manon est en train de doubler Sosomanes. Sauf que Manon rate son frein, bloque les roues et grimpe sur la monoplace de Maxime. Les deux voitures sont dans le bac à gravier et doivent abandonner. Ce qui va créer une grosse frustration pour les spectateurs et notamment auprès de ceux qui soutiennent Maxime. Oui, c'est une erreur de Manon, oui, elle intervient dans le premier tour de course, oui, le but est avant tout de proposer du divertissement, oui, il y avait une sorte de gentleman agreement entre les pilotes pour éviter ce genre de situation. Tu sais, il y a comme d'hab, il y a un gentleman agreement en mode bon les gars, faites pas du dive bomb, faites pas les comptes pour doubler et tout. Mais si on peut reprocher à Manon son erreur, on peut pas lui reprocher de faire la course dans une course automobile. Et surtout, absolument rien ne justifie la vague d'harcèlement qu'elle a reçue ensuite sur les réseaux. C'est du sport auto, les erreurs existent comme les accrochages. Les spectateurs habitués du sport auto sont habitués à avoir des accrochages sur chaque course. J'ai l'impression que les nouveaux spectateurs, les fans des créateurs, découvrent qu'effectivement, deux voitures qui font la course peuvent rentrer en contact. Et évidemment que c'était pas volontaire de la part de Manon. Alors vous avez le droit d'être dégoûté, Maxime le premier évidemment, mais vous avez pas le droit d'insulter ou d'harceler. Ça n'a aucun sens et aucune pertinence. Alors on a eu peu de nouvelles sur l'état de santé de Manon pendant le live, mais depuis Manon et le GP Explorer ont communiqué et après des examens à l'hôpital, Manon va bien. Alors évidemment, il y a de nombreux autres pilotes sur lesquels il faudrait revenir. On peut mentionner le gros glow-up d'Amixem par rapport à l'année passée, les beaux chronos de SCH et de Sosomanes, la belle passe d'armes entre Yvick et Gotaga. Bref, je vais prendre le temps de vous proposer un débrief pilote par pilote dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu veux pas louper ça. Cette nouvelle édition du GP Explorer reste un beau succès malgré le déroulé de la course et les polémiques. Il ne faut pas oublier que ça reste du sport auto et que par définition, il est imprévisible. Tout bon fan de F1 qui se respecte s'étant déjà endormi devant un Grand Prix par manque d'action. On ne peut pas prédire le scénario avant qu'il ait lieu et c'est ça qui fait la beauté du sport. Et aussi, c'est un sport risqué. Les accidents arrivent et on est bien content que Manon aille bien, même si on est clairement déçu pour Maxime. Par contre, la dérive à laquelle on a assisté est triste. Gardez en tête que l'ambiance entre les pilotes a été très bonne et que c'est un affrontement amical entre tous. Personne ne joue la tête du championnat du monde de F1. Du coup, c'est décevant et c'est également révoltant de voir les communautés de certains venir
venir ternir l'image d'un pilote sans aucune raison par manque d'objectivité et aller jusqu'à harceler un autre pilote. L'édition 1 avait mis la barre tellement haut qu'il était vraiment très peu probable de faire mieux. Reste qu'il est toujours fou de voir autant de personnes réunies sur un événement de sport auto et que c'est incroyable de voir un événement comme celui-ci prendre vie issu de la tête d'un gosse qui faisait des vidéos gaming dans sa chambre. Bravo Lucas, bravo les équipes. Squeezie a évoqué qu'il y aurait au maximum 3 éditions du Grand Prix Explorer. Dis-moi ce que tu as pensé de cette nouvelle édition et si tu es pour ou contre une édition numéro 3. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.